Salut les entrepreneurs du bonheur, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une interview de Fatoumata Fati Sidibé. Salut Fatoumata. Bonjour. Alors je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. On s'est connus via notamment un réseau d'affaires et en fait j'ai découvert ton histoire et c'est vraiment, je trouve que tu as vraiment un parcours très inspirant. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir offert ton livre La voix d'une rebelle. C'est aux éditions Luc Pire. Vraiment, j'ai découvert ton histoire. Alors, j'ai pas encore fini le livre complet, mais D'accord. déjà rien que les premiers chapitres m'ont montré ton parcours et je trouve ça vraiment très inspirant. Je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots et est-ce que tu peux résumer entre guillemets les grandes étapes qui se trouvent dans ce livre, puisqu'aujourd'hui on va plus parler d'entrepreneuriat, donc il y a des thèmes qui sont dans ce livre qu'on va pas aborder, mais je trouverais vraiment inspirant que tu partages un peu et que tu donnes potentiellement envie à d'autres déjà de lire ton livre. Alors voilà, merci beaucoup David pour cette invitation. Vraiment, c'est un plaisir. Alors moi, je suis Fatoumata Fati Sidibé. Je suis originaire du Mali, mais depuis 40 ans, je vis en Belgique. Alors, qui suis-je? Je suis une femme plurielle, donc je suis de formation communication journalisme. Je suis auteure, artiste peintre. J'ai une expérience professionnelle dans le domaine du journalisme, dans le domaine du privé, de l'associatif, du militantisme. J'ai été 10 ans parlementaire, donc j'ai siégé comme députée au Parlement régional bruxellois de 2009 à 2019. Et là, j'ai décidé de quitter la politique et de me consacrer à d'autres choses. Et je suis également entrepreneur puisque je me suis lancée il y a à peine un an dans l'entrepreneuriat. Voilà. Génial, merci pour ce résumé. Alors vraiment, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite vraiment à découvrir le parcours de Fatoumata parce que il y a vraiment en fait des grandes étapes dans ta vie que moi j'ai trouvé très inspirant. Je suis arrivé au moment où justement tu es rentré en politique, mais tu as des convictions, je trouve très prenantes et des belles valeurs. Et tout ça, on peut le découvrir dans ce livre, avec notamment l'association dans laquelle tu as été. Tu as été porteuse de cette association pendant tout un moment. Je ne sais pas si on peut la citer d'ailleurs. On peut la citer, bien sûr. Et l'association Ni pute ni soumise. Ensuite, tu es parti en politique, tu as fait du journalisme. Tu es journaliste d'ailleurs. Et voilà, tout ça, on peut le retrouver dans le livre. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est justement d'avoir un portrait de toi qui ne se trouve pas dans le livre. Donc, si vous Ah, voulez en savoir plus sur le parcours passé, c'est le livre. tout à Et fait. si vous voulez en savoir plus sur, on va dire, le présent, l'avenir et le profil d'entrepreneur de Fatoumata, ben, c'est ici que ça se passe maintenant. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui t'a donné envie d'entreprendre pour commencer? Après, on parlera de ton activité, de tes produits et services. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Toi qui as fait de l'associatif, de la politique, maintenant tu fais du business. Eh bien, moi, je pense que toute ma vie a été une activité d'entrepreneuse. C'est comme ça que je vois ma vie, mon parcours, puisqu'à chaque fois, j'ai été aux commandes de mes choix, aux commandes de mes décisions, et à chaque fois, j'ai brassé plusieurs domaines différents. Et à chaque fois, il fallait une bonne dose de créativité, une dose d'audace, mais également de confiance et surtout de remise en question permanente. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de logique parce que ma vie est une entreprise que je mène avec les qualités requises justement pour, en tout cas, être bien dans sa vie, être bien dans ses valeurs et bien dans ses choix. Alors, ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre, c'est simplement, enfin, l'entreprendre en tant qu'entrepreneur, c'est un chemin que j'ai parcouru. C'était une logique qui s'est imposée à moi où j'avais envie, moi j'ai besoin de créer. Donc la créativité pour moi c'est quelque chose qui est très important. J'ai besoin de créer et j'ai besoin de sentir et de toucher les choses. Ce que je crée, je veux le sentir. Et donc
en tant qu'artiste peintre, hein, depuis une vingtaine d'années. Je peins et c'est vrai que l'activité artistique, elle était un peu mise à côté parce que j'avais d'autres vies. Et puis, je savais qu'un jour, je ferais quelque chose avec cette activité artistique. Et finalement, ce qui s'était imposé au fil du temps, c'est la création d'un business en lien avec justement l'art, la créativité. Et donc, j'ai lancé, il y a à peine un an, une marque de maroquinerie, justement, qui s'appelle Sarankofa et qui reprend justement donc des éléments de mes peintures artistiques sur un sac que je vais nommer le sac époque, donc c'est-à-dire élégant, pratique, original, de qualité, utile, éco-responsable et vraiment c'est un sac pour tous les genres, hommes et femmes, pour transporter évidemment les documents essentiels et ordinateurs. Et ce sac, pour moi, c'est un sac happy business. Excellent, c'est très très inspirant parce que justement, je trouve que de nombreux artistes ont un talent énorme, mais malheureusement sont dans un état d'esprit d'artiste. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de croyances aujourd'hui qu'un artiste, c'est quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, que c'est compliqué de gagner sa vie en tant qu'artiste, que ce n'est pas possible même parfois. Alors que voilà, ici, toi, tu te lances, tu relèves ce défi et tu as trouvé une manière originale de transposer tes créations en tant que peintre et de les transformer en un produit que tu peux vendre aujourd'hui qui du coup sont de la maroquinerie et notamment des sacs. Excellent. Et est-ce que tu peux nous résumer peut-être un petit peu les étapes entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as tenu le premier sac entre tes mains? L'idée a pris vraiment du temps, hein. Comme je l'ai dit, pour moi, le chemin est le voyage. Donc, j'aime bien laisser l'inspiration me guider. J'aime bien laisser le temps au temps. Je dis souvent, je suis pressée, mais pas impatiente. Et donc, j'avais pas mal d'idées par rapport à comment transposer ma création artistique en un produit physique. Et finalement, lors de mes multiples vies professionnelles, militantes, associatives, j'avais beaucoup de peine à trouver un sac structuré, organisé, élégant, qui puisse me permettre de transporter à la fois mes documents, mon ordinateur et accessoires. C'était difficile et parfois j'avais l'impression d'être une chamelle tellement j'avais des sacs partout. Et j'ai commencé à chercher un sac qui me corresponde aussi à ce côté original, créatif, joyeux, coloré. Et donc, je n'ai pas vraiment trouvé quelque chose qui ressemblait à cela. J'ai donc commencé à réfléchir, j'ai fait un design, je suis partie au Mali, j'ai fait un test là-bas du design avec un prototype. Je l'ai amené ici, mais vraiment, en me promenant, les gens étaient assez curieux de ce sac. Et finalement, l'idée est venue de travailler davantage là-dessus et d'en faire un produit vraiment pratique et utile. Et c'est comme ça que l'idée est venue, inspirée du quotidien, bien sûr, l'expérience quotidienne, mais aussi portée par toute une série d'allers-retours entre le questionnement, le produit. Et finalement, il fallait aussi trouver une entreprise de maroquinerie hein, qui soit de qualité, qui réponde aux normes. Et donc, j'ai eu la chance, après quand même un chemin de recherche assez long, j'ai trouvé une entreprise en Belgique. Et donc, c'était quand même très bonne idée. Et comme c'est un sac qui est fait vraiment de manière artisanale, entre le moment où j'ai lancé la demande et le moment où j'ai eu entre mes mains, il a fallu attendre 4-5 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Donc, moi, j'ai démarré vraiment en plein Covid en 2020. Donc, il a fallu une année pour que j'ai entre mes mains mon prototype, en tout cas, qui a servi pour la suite. Génial. Alors, bon, pas génial de l'avoir lancé pendant malheureusement le confinement, mais en tout cas génial de l'avoir fait parce que justement, ça montre que quand on veut, on peut. On discutait un petit peu en off avant d'enregistrer. Voilà, quand on veut quelque chose et qu'on se donne les moyens, eh bien, c'est possible de réaliser de grandes choses. Alors, quand je mets de grandes choses, j'utilise l'adjectif grand dans le sens où quelque chose qui est important pour nous
quand on veut vraiment le faire, on peut le faire. Ouais. Il faut se donner les moyens, évidemment, passer à l'action, parce que, comme j'aime le dire, sans action, pas de résultat. Il y a rien. Alors, il y a une chose qui m'étonne déjà, mais dans le bon sens du terme, c'est la maturité de ton projet, parce que justement avec ce côté et l'acronyme époque que tu as cité tout à l'heure, il y Ouais. a le mot utile Ouais. dedans. Et en fait, quand on crée un produit ou un service, eh bien, il faut que ce soit utile, pas à l'entreprise en premier, mais d'abord à la personne à qui s'adresse le produit ou service. Est-ce que ça t'est venu naturellement? C'est parti de ton besoin personnel et du coup, c'était une évidence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça évoque chez toi, ce mot utile par rapport à ton produit? Alors moi, j'aime bien ce qui est utile. Je suis très pratique, hein, très pragmatique. Et donc, c'était un constat que j'ai fait par rapport à une recherche utile pour moi. Et finalement, il s'est fait qu'elle a rejoint aussi une demande qui s'est exprimée à travers les personnes qui ont vu le prototype. Et donc, beaucoup de gens me demandaient, ah, mais c'est un sac aussi, mais est-ce qu'on peut y mettre aussi l'ordinateur? Je dis, mais justement, il est aussi conçu pour cela. Et donc, ce côté utile, c'est vrai qu'avant de lancer mon produit, je suis passée par pas mal d'étapes, hein. J'ai dû faire un questionnaire, parce que j'avais aussi en tête, en tant qu'entrepreneur, on a un nom qui vous vient à l'esprit, on pense qu'il est bon, et finalement, on se rend compte qu'il ne correspond pas du tout au message que l'on veut transmettre. Donc, j'ai dû quand même passer par une étape de questionnaire, contacter les personnes, demander leurs besoins, leurs manques, et j'ai adapté aussi mon produit en fonction de cette demande-là. Et là, je me suis rendu compte que c'était un produit mixte, qui avait autant d'hommes et de femmes qui avaient répondu au questionnaire et qui étaient aussi partants pour avoir un produit qui sorte de l'ordinaire. Donc, ce côté utile, d'abord, il me correspond. J'aime bien ce qui est utile. Et il correspond aussi à la demande, aux besoins qui se sont exprimés à travers ma recherche, justement, de positionnement par rapport à ce produit. C'est excellent parce que une des grosses erreurs que j'ai faites par le passé et que beaucoup d'entrepreneurs qui créent un projet rencontrent, c'est de créer le produit que nous, on veut, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est le produit que le public a besoin et dans lequel il est prêt à investir. Donc, félicitations en tout cas pour cette avancée rapide, puisque je rappelle, tu as lancé ce projet il y a à peu près un an. Donc, il y a déjà une belle maturité, je trouve, en une année. Et donc, voilà, encore félicitations pour cela. Et du coup, j'aimerais rebondir sur un autre aspect qui est lorsque l'on lance un projet ou même quand son projet, ça fait des années qu'on est dedans, ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir un regard extérieur. Alors, quel regard extérieur, toi, tu demandes aujourd'hui? Est-ce que tu demandes l'avis de tes proches? Est-ce que tu as des mentors, des coachs, des consultants peut-être? Voilà, je te laisse peut-être nous partager comment est-ce que toi tu fais pour prendre un recul, alors que c'est très compliqué d'être dans son propre projet et en même temps avoir suffisamment de recul pour voir les choses, en fait, que soit on ne le voit pas ou que soit on ne veut pas voir. Alors, le recul, je l'ai tous les jours, hein. Quand on lance un produit, évidemment, on doit se confronter au regard de l'autre et c'est pas facile parce que finalement, le plus dur, c'est de ne pas être amoureux de son produit. Et ça, j'ai aussi appris dans l'entrepreneuriat qu'il faut aussi qu'on prenne la distance par rapport à cela. Alors, par rapport à ce produit, le regard de l'autre a été très important tout au long du processus. Évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire maroquinier qui est vraiment professionnel, qui m'a vraiment guidée aussi dans les transformations nécessaires pour rendre ce sac vraiment pratique et surtout facile à utiliser. Mais il y a aussi tout le contact que j'ai avec les personnes que j'ai rencontrées, les réseaux d'entrepreneurs. Et donc, c'est un aller-retour, en fait, incessant. Et là, j'ai lancé un prototype. Donc, j'en ai fait trois prototypes. Donc, ils ont été améliorés, évidemment, à chaque fois. Et à chaque fois, je le confrontais aussi à l'extérieur. Et donc, les couleurs, le modèle, le design. Et j'ai travaillé là-dessus en fonction de cela. Et donc, j'ai fait trois prototypes. Et je me suis dit, maintenant, j'ai trois prototypes. Je vais lancer des précommandes pour voir un petit peu comment ça prend et aussi pour avoir des gens qui testent
aussi le produit, puisqu'il n'y avait que moi qui le testais. Et donc, du coup, j'ai lancé des précommandes au mois d'octobre. Et il y a des personnes qui ont cru en moi, qui ont cru en ce projet, et donc qui ont précommandé, qui ont attendu 2 mois, hein, le temps quand même qu'il faut, pour avoir leur sac. Et donc, évidemment, le retour aussi a été quelque chose de très passionnant pour moi. Et là, en voyant ce sac entre les mains, beaucoup de doutes, évidemment, beaucoup d'interrogations, en me disant, mon Dieu, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que c'est la bonne couleur, le bon choix, le bon design? Et vraiment, je suis toujours en questionnement, hein. Être entrepreneur, c'est constamment une remise en question. Il faut être flexible, en fait, et se réadapter constamment. Parce que là, je vois également pas mal de demandes aujourd'hui qui viennent vers moi par rapport à d'autres modifications par rapport à ce sac. Notamment, on me pose la question, est-ce que tu n'aurais pas une version sac à dos? Et là, il y a énormément de demandes par rapport à ça, alors que finalement, ce n'est pas du tout une demande qui me convient à moi. Mais je me rends compte qu'il y a aussi une demande par rapport à ça. Et donc, évidemment, je suis confrontée au regard de l'autre. Aussi, là, je démarre, donc je suis plein de questionnements, plein de doutes aussi, parce que là, il faut démarcher maintenant et aller montrer son produit au plus grand nombre, puisque jusqu'ici, c'est autour de mon entourage, mes proches, ceux qui me connaissent, que j'ai pu en tout cas lancer mes premières commandes. Yes. Ben, félicitations déjà pour les précommandes. Est-ce que tu as justement fait de la précommande ou un crowdfunding? Euh, Est-ce que ça te Non, parle? Ok. non, non, j'ai pensé à un moment faire un crowdfunding, mais je n'ai pas trouvé cela pertinent par rapport à mon produit. Les gens font cela souvent quand ils ont bien avancé, qu'ils veulent modifier le produit. Mais là, je me suis dit non, tu lances les précommandes parce que sinon, tu vas attendre longtemps et tu verras ce qui va se passer. Et en fonction de ça, tu vas lancer les commandes. Donc, je suis passée vraiment par les précommandes sur base de prototypes, hein, mais physiques. Hein. Oui. Donc, c'était quand même aussi un pari. Mais donc, voilà, mais en même temps, je pense que le sac a ses qualités propres et les personnes qui ont eu l'occasion de le voir ont été très contentes. Évidemment, c'était un prototype, mais le produit final a dépassé leur espérance et les miennes aussi. Excellent. Et justement, par rapport à ce système de précommande, moi j'aime bien dire que, en fait, il y a un des 5 principes de la méthode Business Bonheur qui est de se créer des environnements gagnants. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ton réseau passé a pu t'aider? Comment, si tu n'avais pas les ressources dans ce réseau existant, comment est-ce que tu as fait pour trouver les bonnes personnes? Donc, tu nous as expliqué déjà par rapport à l'expert maroquinier, mais il y a très certainement eu besoin d'autres experts, peut-être pour réaliser le site Internet ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu t'y es pris pour développer et créer ta propre équipe gagnante pour ce super projet? Bon, c'est une petite équipe, hein, donc c'est sûr, mais sur l'environnement externe, dès le moment où, depuis 2008, 2009, je savais que je serais dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai commencé déjà à fréquenter des réseaux d'entrepreneurs et à comprendre, à voir comment ça fonctionnait, avoir des contacts, des compétences aussi là-dedans. Et donc, je suis parvenue en tout cas à créer autour de moi un environnement qui me conseille. Évidemment, je le dis très clairement, je suis encore loin du compte, hein, parce que là, maintenant, une fois que le produit est là, ben, OK, dimension communication, dimension stratégie, dimension marketing, et on sait que les artistes ne sont pas forcément très doués pour l'aspect marketing et communication, donc c'est des compétences que je dois m'adjoindre par rapport à ce produit. Mais j'ai commencé avec une vision vraiment pratique et concrète qui va évoluer. Alors, comment j'ai fait? Ben, voilà, j'ai beaucoup bougé, rencontré des gens, discuté avec les personnes, beaucoup de recherches Internet, vu aussi comment d'autres travaillent. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance aussi en interne, au niveau familial aussi, d'avoir un soutien qui a été très important en termes de logistique, en termes de conseils. Voilà, mais c'est une équipe qui est toute petite et qui ne demande qu'à grandir, puisque maintenant que le produit est là, et il y a un élément très important que je n'ai pas fait au départ. Et bon, franchement, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien,
C'est que, par exemple, quand j'ai créé ce produit, vu mon expérience passée dans différents domaines, notamment politiques, qui m'a un petit peu traumatisée quand même, et donc j'avais du mal à me mettre en avant. Et donc, finalement, j'ai lancé ce produit, mais j'étais très discrète par rapport à qui j'étais. Et donc, et même par rapport au premier site Internet ou les réseaux sociaux, la marque apparaît, le produit apparaît dans sa fonctionnalité, mais moi, je n'apparais pas du tout. Alors, on m'a dit, écoute, maintenant, Fatoumata, il est temps maintenant que tu crées ton storytelling. Il est temps maintenant que tu parles de toi, de ta marque, de l'histoire, comment tu es arrivé là. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ta marque, à toi, s'il n'y a pas une histoire derrière? Donc, finalement, c'est la valeur ajoutée que tu vas apporter. Et là, c'est un cheminement que je suis occupée à faire maintenant en disant, voilà, effectivement, qui suis-je et pourquoi ce produit et pourquoi venir chez moi et pas chez quelqu'un d'autre? Parce que ce sont des valeurs aussi qui accompagnent ce produit. C'est une histoire, c'est une authenticité. Et là, de tout ce que j'ai entendu maintenant comme feedback, on me dit maintenant, il est temps que tu sortes de ta zone de confort et que tu oses enfin te présenter toi en tant qu'entrepreneur, ce que j'avais du mal à faire. Donc maintenant, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre à moi. Ben, c'est très, très inspirant parce que, en tout cas, je trouve, parce qu'en fait, je trouve que quand tu découvres quelqu'un, tu découvres par exemple le site internet d'un entrepreneur. En fait, tu as une vision de cette personne qui est faussée, je trouve. J'ai eu par exemple l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et en fait, je m'imaginais vraiment pas que les entrepreneurs, et tu viens de l'expliquer, avaient peur de parler en public, enfin, pas peur de parler en public, mais en tout cas de s'afficher par rapport à la création de sa marque, etc. Tout à fait. Et c'est fou parce que si tu ne me l'avais pas dit, franchement, j'y aurais pas cru, quoi. Et c'est ça, ce que je voulais juste dire, c'est que parfois on se fait des visions, on se compare soi-même à d'autres entrepreneurs alors qu'on ne sait pas ce que chacun vit en fait au quotidien. Et peut-être que quelqu'un qui apparaît super bien en vidéo, etc., en fait n'est pas super à l'aise ou ça lui demande un effort surhumain de se lancer. Alors évidemment, plus on Tout en à fait, fait. plus on y prend goût, je pense, à un moment donné, et c'est plus simple. Mais voilà, donc merci pour ton partage et ton authenticité, parce que c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre au travers des interviews, c'est de montrer qu'au final, derrière chaque entrepreneur, derrière chaque projet, en fait, c'est un humain et ce sont des humains. Et donc, voilà, j'ai envie de partager ça aussi. Et donc, merci pour ton partage. Et par Euh, exemple, un exemple que je voudrais citer, c'est que souvent, j'allais à des rencontres, des conférences, je n'avais pas avec mon sac avec moi. Tu m'as dit, en fait, Fatoumata, ça ne va pas. Tu es le premier ambassadeur. Tu dois porter ton sac, tu dois le montrer. Et donc, évidemment, après tant de conseils en la matière, évidemment, maintenant, quand j'avais une rencontre d'entrepreneurs ailleurs, je prends mon sac et j'avoue que ça change la donne. Quand on me demande ce que je fais, je dis voilà ce que je fais. Donc, il y a quelque chose, une dimension humaine, mais aussi concrète, que je n'avais pas du tout appréhendée parce que j'avais du mal, encore une fois, à me présenter en tant que... J'avais l'impression d'être une vendeuse. Or, ce n'est pas ça. On vend un produit qui a de la valeur, qui a du sens. Et ça, j'ai compris. yes, effectivement, mais c'est très, très, très intéressant et ça me ramène à moi, l'époque où effectivement, la première fois qu'on m'a appelé Monsieur Business Bonheur, ça m'a fait tout bizarre. Et en fait, c'est vrai que chaque entrepreneur, chaque porteur de projet est au final le premier ambassadeur, comme tu le dis, de son produit. Parce que si nous-mêmes, en tant que porteur de projet, on n'y croit pas, mais pourquoi les autres devraient y croire au final? Surtout qu'en plus, il y a l'histoire, il y a les valeurs. Voilà, je pense qu'on a. C'est pour ça que moi, j'appelle ça le business bonheur. C'est parce qu'en fait, pour moi, les entrepreneurs du bonheur, alors il y a les entrepreneurs purement mercantiles, mais ça, c'est une autre catégorie. Mais pour moi, les entrepreneurs du bonheur, ce sont des personnes qui changent le monde à leur échelle, que ce soit avec un sac, que ce soit avec de l'accompagnement, que ce soit avec des livres. On change le monde à notre échelle et on améliore la vie des gens. Et forcément, Exactement. si on améliore la vie d'une personne, ben, l'entourage de cette personne est impacté et l'entourage de l'entourage est impacté également. Et par effet boule de neige, on change le monde. Donc voilà, effectivement, soyons les ambassadeurs de nos produits et nos services. Donc toi qui regardes cette vidéo, je compte sur toi pour être fier de ce que tu fais et de ce que tu vends.
C'est extrêmement important. Alors, c'est rare que j'ai une personne qui a créé un produit physique. Et donc, je me demandais au niveau de la distribution des sacs, comment est-ce que tu fais actuellement et quelles sont peut-être tes ambitions futures pour la distribution de la marque, justement? Très bonne question. Merci. Oui. J'ai Non, j'ai et été, là, j'ai été journaliste dans une autre vie. eh bien là, évidemment, c'est une question très, très, très importante. Mais moi, je suis partie du principe que d'abord, il faut que j'ai un prototype, ensuite un produit physique. Et là, effectivement, j'ai eu la chance d'écouler une bonne partie de mes précommandes. Il me reste quelques produits. La question maintenant, il faut que je trouve quelques points de vente, pas beaucoup. Il m'en faut un à Bruxelles, un à Anvers et un à la côte, pour en tout cas avoir des points de vente pour mon produit physique. C'est très important. Donc là, c'est la prochaine étape. Une autre étape qui est parallèle, c'est trouver un lieu ou une salle ou organiser un événement où moi, je peux présenter mon sac. Parce qu'il y a aussi une dimension importante qu'on m'a dite, ce n'est pas qu'un sac. C'est clair qu'il y a des valeurs derrière et toute une histoire. On pourra en parler après si besoin est. Mais c'est surtout aussi un sac qui a une dimension artistique. Celui qui porte ce sac, il a aussi une œuvre d'art avec lui. Donc, c'est important. On m'a dit, écoute, on ne comprend pas comment ça se fait que tu n'as pas mis en avant du tout ta dimension artistique. À aucun moment, sur ton site ou sur tes réseaux sociaux, tu nous dis, voilà ce sac-là. Le détail est extrait d'un tableau, d'une œuvre picturale. Et cette œuvre picturale est aussi reprise dans un livre d'art, poésie. Les masques parlent aussi, accompagné de poésie. Donc, on m'a dit, c'est tout un univers qui est là. Donc, il faut maintenant que je mette cet univers en place. Donc, on organise une exposition de peinture avec le sac. Je pense que c'est aussi une manière de faire le lien entre la créativité artistique et la créativité business. Deuxième étape. Et la troisième, maintenant, consiste à réfléchir à une autre collection qui répond aux attentes aussi de celles et ceux qui m'ont fait des réflexions, notamment par rapport au sac à dos. Donc, le but, c'est d'adapter ce sac à un sac à dos et avec une dimension pour moi très fondamentale, qui est la dimension végane. Parce que mon cuir actuel est un cuir tannage végétal, c'est-à-dire des tanins naturels sans chrome. Donc, c'est déjà une dimension éco-responsable, mais je vais aller aussi vers une réflexion aujourd'hui qui est incontournable, la qualité évidemment éco-responsable végane. Et là, c'est aussi une dimension que je vais explorer parce qu'il y a aussi un public qui est en demande d'avoir un engagement environnemental encore plus fort. Donc, les étapes que je vais franchir maintenant, elles sont là devant les yeux. Maintenant, il faut y aller. Et donc, je sais où je vais aller. Je ne sais pas encore comment. Je suis en train de réfléchir à comment. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui m'écoutent, je suis preneuse de suggestions en la matière parce que là, évidemment, on dit que le cerveau collectif est évidemment une mine extraordinaire que je voudrais bien aussi exploiter par rapport à ce projet. Excellent. Ben donc, on compte sur toi qui regarde cette vidéo pour nous mettre dans les commentaires toutes les idées qui te passent par la tête pour justement faire évoluer le projet. Alors, si tu veux voir à quoi ressemblent les sacs, je n'ai pas affiché parce que comme ça, je t'invite à aller voir et découvrir le site de la marque. C'est dans la description. Et comme ça, tu verras, le site est très bien fait et tu verras justement le sac dont nous parle Fatoumata. Et vraiment, voilà, pourquoi pas en commentaire, brainstorming géant, ce sera vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. Et moi, je lance une première idée qui m'est venue quand tu as partagé ça. Je verrais bien, en fait, à l'intérieur du sac, une fiche qui explique effectivement ce que tu viens de dire avec le tableau, la poésie, etc. Et ça pourrait être très, très intéressant. Et une autre idée, ce serait pourquoi pas, et c'est peut-être déjà prévu, d'aussi laisser peut-être d'autres artistes pouvoir rejoindre comment dire justement la marque et en tout cas faire une collaboration avec la marque pour afficher une de leurs œuvres sur un sac. Je trouve ça très très pertinent. Voilà, après les idées valent ce qu'elles valent.
Mais c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une idée à laquelle j'avais pensé en me disant, là, c'est évident que la dimension artistique, elle n'est pas qu'à moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ce sac soit un sac artistique qui a une dimension beaucoup plus large. Et là, c'est vrai que aussi les artistes qui souhaiteraient me proposer une collaboration, je suis évidemment partante. Et merci, David, de l'avoir relevé. Avec grand plaisir. Et de toute façon, il y a plus effectivement d'idées parce que on rebondit en fait sur les idées les uns les autres. Donc Excellent. voilà, dans les commentaires, c'est le moment, c'est l'instant. Partagez vos idées, vos ressentis sur justement ce que l'on pourrait faire pour faire grandir cette belle idée. La question suivante, donc on a vraiment vu, hein, si je résume un peu ce qu'on a vu au début, on a vu comment est-ce que tu as eu cette idée, on a vu comment tu l'as développée, comment est-ce qu'aussi tu t'es entouré pour développé cette idée, tu as fait des précommandes, et là, on a parlé de la distribution. Un autre aspect très, très important, je trouve, dans le développement d'un business, c'est comment est-ce que toi, individu, entrepreneur, est-ce que tu trouves du plaisir et du bonheur dans ton business? Alors, oui, bien sûr, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup d'inquiétude aussi, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Donc, c'est des hauts et des bas. Parfois, je me dis, mon Dieu, dans quoi tu t'es embarqué? Puis après, je dis, mais non. En fait, vraiment, je me dis, j'y crois. J'ai vraiment la foi en mon produit. J'y crois vraiment. Et c'est très important d'y croire. D'y croire, évidemment, mais aussi d'être flexible et de s'adapter. Oui, beaucoup de bonheur. Et parfois, je me dis, waouh, je vois tellement loin avec ce projet, ce produit qui est original. Hein. Je pense que sur le marché vraiment du sac happy business, j'aime pas le mot que business parce que c'est un peu trop carré. Je pense vraiment que j'ai un produit qui a sa place et qui a un potentiel. Alors évidemment, le bonheur, il faut que, comme dirait mon compagnon, il faut absolument que tu lâches aussi un peu du lest. Il faut que tu ne te rendes pas malade avec ce projet. Il faut que tu le prennes à cœur, mais apprends aussi à lâcher du lest. C'est un chemin. Le chemin est le voyage. Sans doute que ce projet-là de maroquinerie va peut-être encore évoluer. Tu as une marque, tu as une identité forte et laisse-toi, comme toujours dans ta vie, inspiré par ce qui va arriver. Et donc, évidemment, et quand je pense à ça, waouh, j'ai plein d'idées qui viennent. Enfin, les idées, j'en ai 36 000. Hein. Mais elles ne valent rien tant qu'elles ne sont pas mises en pratique, on le sait, en business. Et donc, évidemment, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout, j'ai l'impression que pour une fois, je brasse à 100% l'activité que j'ai choisie moi entièrement. Et j'ai beaucoup de joie aussi quand je rencontre les personnes qui veulent voir mon sac, qui l'ouvrent, qui discutent. Et je vois vraiment la joie et ça me remplit de bonheur parce que ce sac-là, j'ai aussi une ambition aussi importante. C'est aussi avoir un impact social très positif parce que finalement, à quoi ça sert d'être heureux tout seul? C'est pas pour partager aussi un peu ce bonheur avec d'autres. Tout à fait, je te rejoins complètement. L'image que moi j'utilise souvent, c'est l'image du capitaine d'un bateau. Le capitaine d'un bateau, il doit connaître là où il est aujourd'hui, le point de départ. Il doit savoir la destination pour pouvoir préparer et planifier le voyage. Cependant, s'il se retrouve face à une tempête, il va s'adapter. Et vraiment, je pense que nous sommes toutes et toutes, tous, oula, toutes et tous aujourd'hui le capitaine du bateau de notre vie. Et donc ça, c'est vraiment en tout cas une image forte que moi j'essaie de véhiculer aussi au travers de justement du happy business, comme tu l'as dit. C'est vraiment cette envie de pas juste créer une activité professionnelle et quitte à se piéger en fait dans une certaine activité qui va ne pas nous épanouir. Et donc voilà. Est-ce que tu t'es posé une grosse question pendant le développement de ton activité? Tu vois, un gros truc où tu t'es dit, voilà, ça, c'est indispensable que ça fasse pleinement partie de ma réflexion business, et donc plus au niveau vie privée, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, bien sûr, de ce qui ne nous regarde pas, mais je prends l'exemple d'une entrepreneur pour qui c'est important de voyager et donc d'être nomade. Mais forcément, si tu veux être nomade, tu vas pas tu vas pas ouvrir un magasin physique. Donc voilà, est-ce que tu as eu une réflexion, une ou deux questions comme ça qui ont été vraiment percutantes et pertinentes par rapport à ce lien vie privée, vie pro?
Pour moi, il y a d'ailleurs dans le nom de ma marque, hein, c'est le nom Sarankofa. Sarankofa, donc Saran, c'était le nom de ma mère. Et Kofa veut dire l'amour en Bambara. Donc, c'est pour l'amour de Saran. Donc, ce sac, c'est vraiment une histoire d'amour, aussi de liberté. C'est très important, la liberté. Et justement, dans le nom de la marque, il y a plusieurs choses qui arrivent. C'est la solidarité, c'est très important, être solidaire. Le côté également, les ailes, la liberté. J'adore la liberté. J'adore le choix. J'adore que les gens puissent choisir leur vie. Et la liberté passe aussi par le voyage. Pour moi, c'est fondamental. J'ai la chance de beaucoup voyager grâce à mes autres activités littéraires. Et évidemment que ce business, pour moi, doit être aussi pour moi un souffle qui va me permettre d'être encore plus libre. Il y a le côté, évidemment, les racines, hein, c'est très important, la transmission, le côté héritage, pour moi, est important. L'authenticité, on l'a dit plusieurs fois, la nature, je suis très sensible à l'environnement, à la nature, d'où cette volonté d'éco-responsabilité et la créativité, la fiabilité et le côté artistique. Mais là-dedans, il y a une dimension qui est là, c'est vraiment la liberté. Et donc, cette liberté-là, elle passe par la mienne, par celle des autres. Et donc, je suis arrivée à un stade de ma carrière, j'ai une longue carrière derrière moi dans différents domaines, le journalisme, dans le privé, l'associatif, le militantisme, la politique, bref, j'ai une longue carrière. Et à chaque fois, la dimension liberté est importante. Donc aujourd'hui, si je me lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas être entravé. Donc, c'est pour être encore plus libre. Et donc, cette liberté-là, elle est importante pour moi. Et donc, je vais la mener à bien avec l'envie, non pas d'avoir un lieu physique, parce que je ne pourrais pas être enfermée dans un lieu physique. Là, je crois que ce n'est pas possible pour moi. Mais par contre, avoir des implantations, ça et là. Mais évidemment, je rêve. Évidemment, c'est un rêve, pas qu'un rêve. Pour moi, un rêve, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du possible. C'est avoir une dimension internationale. Évidemment, ce sac, c'est une dimension qui va voyager, qui va aller dans d'autres contrées. Et donc, cette liberté-là, ben, ça me permettra, ben, partout dans le monde. J'ai une famille très, très mouvante, hein, tout le monde bouge, tout le monde est libre, tout le monde voyage. Et donc là, ça me permettra aussi de partout où je suis, de pouvoir continuer à mener à bien cette activité. Excellent. Ben, on arrive au bout de l'interview. J'ai encore deux, trois questions, mais je souhaitais en tout cas te féliciter pour ce parcours et je serais ravi ben, dans 2, 3, 4, 5 ans refaire une interview pour qu'on voit l'évolution de ce projet et qu'on puisse voir un peu obtenir de nouvelles pépites. Et voilà. J'avais envie de rappeler aux personnes qui regardent cette vidéo qu'il y a ce livre-ci, donc La Voix d'une rebelle aux éditions Luc Pire, qui raconte ton histoire. Et en fait, j'étais assez étonné parce que même si effectivement c'est ton histoire, je trouve qu'on peut apprendre des choses, plein de choses. Moi, j'ai appris par exemple plein de choses sur l'Afrique et la mentalité, malheureusement, ou en tout cas, oui, une certaine manière de penser qui est encore fortement présente en Afrique et notamment au Mali, d'où tu es originaire. Après, voilà, il y a ton histoire d'arrivée en Belgique et aussi comment tu as fait tes études. Si je me rappelle bien, ta sœur était déjà en Belgique et tu l'as rejoint. Enfin, voilà, il y a tout ça et c'est vraiment inspirant parce que ça peut, pour moi, ça peut amener à des réflexions qui, même si c'est au travers de ton histoire, peuvent nous permettre de nous interroger sur nous-mêmes. Et donc, j'ai vraiment envie de mettre ce bouquin en avant. Et d'ailleurs, justement, j'ai décidé de lire un passage, si tu me le permets. Je t'en prie. Alors, il y a déjà une phrase comment dire, qui m'a beaucoup touché. C'est: il n'y a pas de concurrence dans la souffrance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as envie de dire au travers de cette phrase? Ah oui, oui, c'est très important pour moi qui suis très engagée par rapport aux droits humains. J'entends par là qu'en fait, une souffrance est une souffrance. Elle n'a ni couleur, ni religion, ni genre, ni appartenance géographique. Et je pense aussi que c'est important qu'on soit sensible à cela. Je pense notamment aujourd'hui à la question de la guerre qui est au port de l'Europe, hein. On le voit aussi. On voit aussi dans ces pays-là qu'il y a une différence de traitement des migrants.
Et je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir aussi à l'autre. Comment est-ce qu'on tend la main à l'autre qui souffre? Et ceci n'est pas du tout lié à son origine, ni à sa religion, ni à quoi que ce soit. Et c'est important qu'on ait cette dimension vraiment humaine d'accueillir l'autre dans ce qu'il vit et d'être vraiment généreux, bienveillant et tolérant dans les bons sens du terme. Et donc, cette concurrence dans la souffrance, je la refuse totalement. De même, la concurrence victimaire aussi. Toutes les victimes sont pareilles. Et aujourd'hui, dans ce monde très mouvant, il est important qu'on garde en nous cette vision d'égalité envers tous. Merci pour ton partage. Enfin, voilà, on pourra en parler des heures, je pense. Il y avait juste un autre passage que j'avais envie de lire et puis ben, on clôturera là-dessus. Hop, je reprends juste. Donc, je lis du coup, c'est à la page 240 et c'est justement le chapitre un peu final qui est « Et maintenant ». Donc, je ne vais pas spoiler tout, rassure-toi. Je lis juste vraiment un petit morceau. Donc, c'est « Et maintenant ». La Covid m'a trouvé en train d'écrire ce livre. Je me suis plus encore laissé aller à redécouvrir le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le battement d'ailes des papillons, la verdeur des feuilles, les concurrences colorées des fleurs, les effluves de la terre, le bleu serein du ciel et la blancheur cotonnée des nuages. En ces temps incertains, où un virus venu d'ailleurs a freiné les humains dans leur course folle, beaucoup ont découvert le silence, respiré un air plus sain, entendu la voix de Mère Nature rappelant son essence sacrée. Nous n'avons pas su suffisamment l'écouter, la respecter, la protéger, l'honorer. Pire, nous avons blessé le génie de la Terre. Et maintenant, qu'allons-nous faire pour repenser et penser le monde? Je m'arrête là, il y a encore, il y a encore d'autres choses. J'avais envie de partager ce passage parce qu'en fait, je le redis comme tout à l'heure, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui contribue au monde à son échelle et en réglant des problèmes, que ce soit des petits problèmes ou des grands problèmes. Et là, on va reprendre l'aspect de il n'y a pas de concurrence dans la souffrance. C'est vraiment cet aspect pour moi qu'un entrepreneur contribue. Alors, je ne dis pas que les autres personnes n'y contribuent pas, mais en tout cas, moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est d'amener des solutions à des problèmes et donc d'améliorer le monde. Je te remercie, Fatoumata. Je te laisse évidemment rebondir sur cela et puis je te propose de clôturer l'interview. D'accord. Alors, merci beaucoup, David, d'avoir lu ce passage qui est très fort, qui était une conclusion de ce moment très fort qu'on a vécu. Moi, ce livre, je l'ai écrit en plein Covid, puisque tu parles de publier pour impacter. Sans doute 2 mots dans les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce livre. Lorsque j'ai mis fin à ma vie politique, je me suis dit maintenant, il faut que j'écrive, que je laisse une trace, que je témoigne. Ce n'est pas un livre autobiographique, c'est juste un parcours avec des valeurs, des engagements, des combats, des doutes, des messages aussi à faire passer. Et donc, je me suis remise à l'écriture parce que j'avais douté de moi. J'avais déjà écrit 2 livres et là, je me dis maintenant, j'écris. Donc, ce que j'ai fait une note d'intention d'une page que j'ai envoyée à la maison d'édition qui m'a rencontrée, qui a demandé de faire des paragraphes. J'ai écrit tous les chapitres, les titres des chapitres. J'ai remis à la maison d'édition. On a discuté, ils ont accepté. Donc, j'ai signé mon contrat avant d'écrire mon livre. C'est important aussi, ça a été une impulsion extraordinaire. J'avais 1 an pour écrire ce livre. Je l'ai écrit en 8 mois, durant le confinement. Et donc, je l'ai écrit d'une traite. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. C'est quand même 275 pages, mais je l'ai fait. Et donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on veut écrire, quand on sent que les tripes sont là, on peut y arriver. Et si on y arrive seul, ce qui a été mon cas, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent vous accompagner dans l'écriture d'un livre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques, des compétences, et David, tu en es un, justement. Et donc, c'est important vraiment de ne pas passer devant la chance que vous avez de vouloir exprimer quelque chose. N'hésitez pas, allez-y. Un livre, c'est une des plus belles choses qui soit. Je te remercie, Fatoumata. Je mettrai tous les liens dans la description, Ouais. que ce soit le lien vers ton site internet, le site évidemment de ta marque. Je mettrai également la référence du livre
La voix d'une rebelle aux éditions Luc Pire. Et je mettrai aussi les liens vers l'Académie Business Bonheur et le mouvement publier.impacter.com. Merci Fatoumata. Je te laisse le mot de la fin, un petit coucou, un petit au revoir, ce que tu veux. Et puis, je vous laisse. Toi qui es là, abonne-toi, évidemment, active la cloche pour recevoir les prochaines sorties de vidéos. Je te souhaite le meilleur. Eh bien, moi, je n'ai plus grand-chose à dire, sinon que vraiment, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment-là. Et c'est très important, chaque interview me fait me redécouvrir moi-même. Et c'est donc important, ce regard de l'autre. Donc, merci à vous pour ce regard échangé. Merci pour vos conseils qui vont arriver, bien sûr, hein, suite à ce podcast. Et merci vraiment, David, de la lumière que tu donnes aux entrepreneurs pour briller et surtout pour oser être visibles et sortir ce qu'ils ont de plus fort en eux-mêmes pour créer un business qui soit bon pour eux, bon pour l'environnement et aussi pour les autres. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je te remercie. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.